Irruption des smartphones, traitement de l'actualité en temps réel, développement des réseaux sociaux, l'usage du numérique modifie notre relation à l'information et impacte considérablement le métier de journaliste. Comment gérer cette situation nouvelle? Quelle crédibilité apporter à une information davantage transmise, canalisée? Quelles sont les conséquences de la profusion des sources? Comment s'opère le nouveau partage de responsabilités entre le journaliste, le blogueur et le consommateur d'informations? Et surtout, cette information en pleine évolution aide-t-elle le citoyen à connaître le monde qui l'entoure et à penser de façon autonome et critique? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle émission des Mardis des Bernardins 3 journalistes renommés et talentueux. Daniel Cornu, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous avez été rédacteur en chef du célèbre quotidien La Tribune de Genève. Vous êtes spécialiste de l'éthique du journalisme. On en parlera très largement dans cette émission. Et vous avez écrit bon nombre de livres sur ce sujet. Vous enseignez également cette discipline dans plusieurs universités en Suisse. Christophe Deloire, journaliste également, auteur et éditeur français. Vous êtes l'ancien directeur du Centre de formation des journalistes, le CFJ, et vous êtes désormais secrétaire général de Reporters sans frontières depuis juillet 2012. Enfin, Pascal Richet, journaliste également. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef du célèbre site Rue 89, un site d'information qui a été lancé en 2007. Alors, on commence avec vous, justement. On a le sentiment qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement des blogs, tout le monde, finalement, peut un petit peu s'octroyer la fonction de journaliste. Alors, selon vous, est-ce que c'est une profession qui est en train de s'éteindre et est-ce que le journalisme est en crise ? Alors, cette idée que tout le monde peut devenir journaliste, c'est une idée qui était très à la mode quand on s'est lancé, donc il y a 7 ans, puisqu'on fête aujourd'hui le 7e anniversaire de Rue 89. On parlait de journalisme citoyen, et on a vite découvert que ça ne pouvait pas fonctionner comme cela. Alors, on était partis, nous aussi, avec... on n'approuvait pas entièrement l'idée de journaliste citoyen, mais on se disait, on va faire participer quand même... les lecteurs, peut-être leur demander d'écrire des articles. On était dans une démarche extrêmement participative. On est encore dans une démarche participative. Oui, parce que je crois que c'est un tiers des contributions qui sont publiées qui proviennent de non-professionnels. Oui, sauf que c'est un participatif encadré chez nous. C'est-à-dire que les journalistes restent quand même au gouvernail. Le problème des citoyens, c'est qu'ils peuvent poster des photos, ils ne peuvent pas vérifier des informations. Le métier de journaliste, c'est chercher et vérifier des informations. Le citoyen, non, il ne peut pas. Il peut témoigner de sa vie. Il peut apporter une expertise, souvent, sur ce qu'il connaît bien, son métier en général. Il peut avoir une analyse. Alors là, il est en totale concurrence avec nos analystes, journalistes-analystes. En revanche, le cœur du métier, c'est-à-dire chercher de l'information et vérifier de l'information, ça, il ne peut pas le faire. La trier également. Daniel Cornu, est-ce que le fait que tout le monde, ou presque, s'improvise un peu journaliste, c'est quelque chose qui vous paraît dangereux, sachant qu'effectivement, on le disait à l'instant, le journaliste est quand même censé trier l'information et avoir un regard plutôt distancié, à l'inverse de personnes qui sont plutôt amateurs. Est-ce que ça vous paraît dangereux ? Alors, disons, la question de la dangerosité ne me paraît pas être la première question à poser, si vous permettez. Je crois qu'en effet, d'abord, le journalisme a toujours été une profession ouverte. Elle s'est, disons, contrôlée elle-même, autocontrôlée depuis, au fond, assez peu de temps par rapport à son histoire. Si on regarde la presse du 19e siècle, il y avait d'innombrables contributions dans les journaux qui provenaient de gens qui n'étaient pas des journalistes, qui étaient pour beaucoup... Dans Madame Bovary, Homais est journaliste, c'est un pharmacien qui est correspondant. Voilà, par exemple. Et au fond, personnellement, j'ai été tout à la fois également très sceptique quant à la possibilité de gens du public, pour le dire de manière très générale, d'assumer une fonction journalistique. Je note, comme cela vient d'être dit, qu'à un moment donné, c'était la mode de parler du journaliste citoyen, toute cette entrée dans la pratique journalistique d'un grand nombre de gens, et qu'aujourd'hui, en effet, on en est revenu. On a fait des enquêtes, notamment auprès d'une douzaine de grands journaux mondiaux qui ont notamment des activités sur le net. Et on s'est aperçu que par rapport aux diverses phases journalistiques, le lecteur ou l'internaute a tendance à intervenir dans la toute première, qui est l'apport d'un sujet, la découverte d'un thème, soit qui le touche personnellement, soit qui est plus général. Et puis à la fin de l'opération, au niveau du commentaire. Mais qu'entre deux, en effet, toutes les opérations nécessaires de mise en forme, de vérification, d'édition,
de diffusion de l'information est faite par des gens qui sont des professionnels. Il ne faut pas minimiser non plus ce changement. Le fait que nos lecteurs interviennent en amont et en aval est extrêmement important, parce qu'on passe d'un journalisme qui était en surplomb par rapport aux lecteurs, où on octroyait nos articles, à un journalisme de conversation permanente. On écoute leurs idées, leurs critiques, on corrige nos articles, on complète nos articles quand ils nous apportent des informations. Il y a un va-et-vient continuel entre le journaliste et le lecteur, c'est ça, à mon avis, le cœur de la révolution. C'est que finalement, le journalisme citoyen, participatif n'a pas complètement disparu, mais non, se il est très vivant. s'improvise. Chez nous, il est très vivant, mais il n'est pas tel qu'on l'imaginait. Nous, on appelait ça l'information à 3 voix. Il y avait les journalistes, les experts, les internautes. Et on voyait ça un petit peu comme un gâteau en 3 morceaux. Mais pas du tout. C'est plutôt un concert polyphonique, je dirais, où les voix se mêlent. Christophe Deloire, vous avez travaillé, vous, pour le Point, entre autres supports. Quels sont, selon vous, les avantages, d'une part, et les désavantages, d'autre part, des réseaux sociaux et des blogs dans la transmission de l'information ? Je dirais que les réseaux sociaux, ça n'est évidemment pas comparable avec ce que peut être un hebdomadaire comme Le Point, doté d'une rédaction, et ça renvoie à la question évoquée précédemment, utilise des méthodes. Le journalisme, heureusement, ça n'est pas une profession fermée. Heureusement, il n'y a pas, s'il y a des écoles de journalisme, mais heureusement qu'il y en a, heureusement, il n'y a pas d'obligation à avoir un diplôme de journaliste. Mais les réseaux sociaux, à mon avis, ça répond à 3 fonctions qui étaient avant liées plus directement à un hebdomadaire comme Le Point. La première chose, c'est le réseau de distribution. Il y a un réseau de distribution physique pour un hebdomadaire, pour des informations d'une presse papier. C'est une société comme Prestalis qui s'en occupe en France. Et le réseau social aujourd'hui a une vocation de distribution de l'information. C'est aussi une partie du courrier des lecteurs. Je ne vais pas m'en tenir là, ça n'est pas que le courrier des lecteurs, au sens où le réseau social a une fonction d'abord de bouche à oreille, donc ça, c'est le public qui attire l'attention. Alors avant, il aurait pu dire va acheter Le Point, aujourd'hui c'est plutôt va lire tel article sur le site du Point, et il y a une forme c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pascal Richer, de contrepoint sur l'information. Et puis enfin, ça peut représenter, mais surtout sur une information événementielle, parfois sur une information plus profonde, les sources des journalistes, puisque c'est aussi une source d'information pour des journalistes. Donc, je crois qu'il ne faut pas raisonner avec... j'ai raisonné avec d'anciennes catégories, mais ça réunit des fonctions très, très multiples. Tout simplement, les réseaux sociaux, comme le reste d'Internet, c'est un terrain d'enquête. Parce que c'est un terrain où on peut aller enquêter, où on peut aller recueillir des sources. Alors avec moult précautions, mais comme avant, il fallait prendre des précautions. C'est pas parce qu'on connaît physiquement une source qu'elle est fiable. C'est encore plus dangereux parce qu'il est encore plus facile de travestir, évidemment, son identité ou la nature de ses informations sur les réseaux sociaux. Mais c'est un endroit où on peut aller enquêter, et puis c'est un endroit où on peut aller diffuser ces informations. Daniel Cornu, vous avez publié ce livre qui s'intitule « Tous connectés, Internet et les nouvelles frontières de l'info ». Est-ce que vous pensez que le journalisme aujourd'hui peut exister sans le numérique, ou est-ce que le journalisme est fondamentalement lié à Internet ? Alors, bon, tout à l'heure j'aurais voulu poursuivre un tout petit peu, parce que je ne veux pas du tout donner l'impression que je considère l'arrivée du public dans la circulation des informations et des idées comme un danger pour le journaliste. Je pense qu'on sait longtemps, il y a des ouvrages très intéressants qui ont été écrits sur la question de savoir qu'est-ce que le journalisme, qui est journaliste, quelle est son identité, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se demander, par rapport à ce qui se découvre sur le net, en quoi est-ce du journalisme ? Et on aura souvent des réponses positives. Voilà une contribution d'un blogueur, d'un participant à un forum, etc., qui est un véritable acte journalistique, ou bien, dans la durée, qui représente une activité journalistique. Je crois que c'est important que la profession ne se barricade pas, qu'elle n'ait pas de réflexe corporatiste par rapport à tout ce phénomène nouveau de circulation des informations et des idées très large. Alors maintenant,
La question est de savoir est-ce que des journaux peuvent subsister sans l'Internet? Est-ce que l'Internet va tuer les journaux? Parlons des quotidiens surtout. Je crois que les magazines, c'est une problématique un peu différente que je connais honnêtement moins bien. Personnellement, je ne suis pas prophète et je crois que c'est trop tôt maintenant pour dire ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que partout, le phénomène de l'Internet, c'est-à-dire de cette participation du public, de cette contribution du public à la diffusion des informations et des idées, partout, elle est prise au sérieux maintenant. Je crois aux grandes dames de certaines rédactions qui souhaiteraient garder des structures plus conservatrices, une activité plus traditionnelle, etc. Les éditeurs partout ont tendance à développer, bien que ça ne soit pas encore rentable ou suffisamment rentable, des activités sur le réseau. Et je pense que ça va faire partie de notre vie, en tout cas de la jeune génération. Oui, je crois que, évidemment, l'immixtion, l'arrivée de nouveaux acteurs dans ce champ de l'information, qui insécurise d'une certaine manière les journalistes, parce que ça les amène à reconsidérer l'essence même de leur fonction, mais elle ne doit pas être considérée comme un danger. D'abord, là, on parle de la France, mais il y a beaucoup de pays où ceux qui exercent vraiment la fonction journalistique, ce n'est pas des journalistes, je qualifierais d'officiels ou travaillant pour une presse placée sous le contrôle d'un département de la censure ou de la propagande. Ceux qui exercent vraiment la fonction journalistique, c'est-à-dire la fonction consistant à enquêter, à effectuer des reportages, à exercer un contre-pouvoir, ce sont des journalistes citoyens. Ce sont des blogueurs au Vietnam. Ils sont 35, il y en a encore 2 qui ont été arrêtés hier, ils sont 35 en prison. Il n'y a pas de journalistes officiels en prison, parce que les journalistes dits officiels, eux, ils font le sale boulot de propagande officielle. Certains ont décidé de quitter ce système-là, se retrouvent blogueurs et font vraiment le boulot. Donc, et dans nos pays où on a la chance de ne pas finir en prison, des citoyens qui ne sont pas des journalistes professionnels, mais ce qui définit le journaliste, au fond, au-delà du droit social, parce qu'en fait, il y a que 2 définitions de journaliste en France, une définition de droit social, une définition dans la loi sur le secret des sources de 2010, mais il n'y a pas d'autre définition du journaliste, c'est les méthodes qu'il emploie. Et c'est ce qu'il fait. Et il y a une partie du travail, par exemple, d'analyse, où des citoyens qui ne sont pas des journalistes professionnels peuvent avoir tout à fait la même distance, et parfois on a plus de distance quand on n'est pas sur l'événement, et donc sont tout à fait capables de rédiger des analyses qui valent naturellement les analyses de journalistes ou les éditoriaux. Donc je crois que ça amène les journalistes à se recentrer sur certaines activités, et notamment au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité, cette accumulation d'informations avec une grande mise en scène, cet événementiel, il y a aussi une refocalisation sur le travail d'enquête profonde, sur un travail de contextualisation et d'intelligence à travers le contexte de l'information. On parle parfois de journalisme augmenté, je ne sais pas si c'est un journalisme multidimensionnel. En tout cas, c'est un journalisme où on est obligé d'aller plus loin. Et si on devait parler en termes de marché, les journalistes étant concurrencés d'une certaine manière, ça les oblige à aller reprouver la valeur ajoutée, leur valeur ajoutée. Donc ça les insécurise à court terme, mais à moyen et long terme, ça les amène à se recentrer sur l'essence du journalisme. Vous dites que ça les oblige à aller plus loin, justement, Pascal Richer, vous évoquiez tout à l'heure la façon dont ce journalisme citoyen se réinvente. Est-ce que vous avez le sentiment que les lecteurs aujourd'hui sont davantage à la recherche de prise de parti ou qu'au contraire, ils traquent l'information brute? Quel est votre sentiment? Je dirais que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on peut les mettre en connexion avec l'information brute, avec les sources. Ils savent qu'on est des êtres humains, donc ils savent que l'objectivité n'est pas quelque chose de très sérieux, parce que les journalistes ont une subjectivité. Et eux, ils veulent de la transparence. Donc ils veulent à la fois les deux. Ils veulent à la fois être qu'on les mette en contact direct avec l'information, la source, mais on reste quand même on garde un rôle de médiateur. Et aussi, ils cherchent quelque chose, une relation avec le journaliste qui soit plus simple, plus subjective. Ils n'aiment pas, par exemple, si on écrit selon un observateur, blablabla,
Ils veulent savoir qui, selon qui. Dans le commentaire, ils vont dire mais c'est qui l'observateur? Alors, est-ce que vous pensez qu'ils veulent En des général, titres, quand vous lisez selon un observateur, c'est le journaliste lui-même. selon des sources proches de mais l'enquête? comme il doit être objectif, il ne peut pas dire j'ai vu un accident en bas de chez moi. Il est obligé de dire selon un observateur, un camion a embouti une voiture. C'est quand même pas toujours le cas. Non, bon, je caricature un petit peu. Mais enfin, dans l'AFP, vous ne verrez jamais le mot jeu, et dans la plupart des journaux non plus. En revanche, sur Internet, la plupart des journalistes aujourd'hui, s'il faut qu'ils disent jeu, c'est pas pour gonfler leur ego, c'est parce que c'est plus simple et avec le lecteur, ça passe mieux, quoi. Donc il y a les deux, vous voyez. Je voudrais revenir sur ce que disait Christophe à l'instant quand il parlait du fait que les journalistes sont certes un peu insécurisés, mais que les citoyens lambda, entre guillemets, ont parfois autant de légitimité pour écrire. Il y a une polémique récemment sur laquelle j'avais envie de faire réagir, où des distributeurs de cinéma, que ce soit UGC ou Gaumont, n'invitent plus les journalistes, les critiques de cinéma aux projections, d'abord parce qu'ils trouvent que les critiques de cinéma français ont tendance à casser les films, à les détruire en flèche, et parce que finalement, la meilleure promotion est faite par ce qu'on appelle nos pairs sur les réseaux sociaux, que ce soit, ou sur Allociné, etc., qui communiquent entre eux. Et donc, il y a eu une fronde des critiques ciné qui sont furieux de ne plus être invités et d'être blacklistés de ces projections. Donc, finalement, l'idée, c'est que les journalistes citoyens font tout aussi bien la critique que les autres. Est-ce que vous voulez rebondir? Non, je ne dirais pas cela. Alors, je crois que d'abord, le débat sur la critique est aussi vieux que la critique. Je veux dire que les gens qui produisent quoi que ce soit, un livre, un spectacle, ou soient mécontents de ce que peuvent raconter telle ou telle gazette dans des temps très anciens, journaux ou chaînes de radio-télévision aujourd'hui, ça c'est une vieille histoire. La tentation d'interdire une salle à un critique a existé partout et parfois c'est réalisé. Je crois que le critique, il est évidemment éminemment subjectif, mais que sa légitimité se construit dans la durée, dans la mesure où le lecteur, l'auditeur, à force de l'entendre ou de le lire, a compris quels sont ses critères, ses paramètres, etc., et est très bien situé par rapport à ce qu'écrit un critique. Ensuite, cette mauvaise humeur... personnellement, j'arrive pas à prendre ça extrêmement au sérieux. C'est un acte d'humeur qui est absolument lié à la découverte de ce nouveau média, de ces nouvelles possibilités. Mais il se trouve aussi que sur les réseaux sociaux et par des gens qui ne sont pas journalistes se disent à tout propos, et aussi à propos de personnes très honorables, des abominations. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de jugement de valeur dans ce domaine. Ouais, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que c'est le rôle de prescripteur des citoyens. Et ça vaut pour le cinéma comme pour l'information, puisque aujourd'hui, ce n'est plus le rédacteur en chef qui fait la hiérarchie de l'information en disant « cet article, il est plus important que celui-là, donc je vais le mettre en premier, etc. » Puisque les gens, de plus en plus, lisent des articles que leurs amis leur recommandent sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Non, justement, la porte d'entrée a changé. La porte d'entrée a changé, plus par le portail et la du site, prescription d'information n'est plus faite par le rédacteur en chef, le journaliste, ex-cathédra, je dirais, mais par la recommandation des pairs. Et ça, est-ce que vous avez le sentiment que les journaux, de manière générale, online ou journaux papier, en ont suffisamment pris la mesure de ce phénomène-là? Non, je ne pense pas du tout. Non. On est en plein dans une révolution actuellement. Et celle-là, c'est un des maillons très essentiels de cette révolution, c'est que l'acte de prescrire l'information n'est plus donné par le journaliste. Il est donné par les citoyens eux-mêmes. Et ça change tout, parce qu'il y a certains articles que nous, on va considérer comme, pas très importants, et tout d'un coup, ils vont prendre une importance énorme, parce que sur Facebook, les gens vont le liker, le sharer, le partager, etc. Et ça va se répandre avec une rapidité très étonnante. Nous, ça nous arrive. Absolument. Voilà. Ces dernières années, on a assisté à l'avènement de ce qu'on appelle les pure players. Rue 89 est d'ailleurs un pure player. Finalement, quelle est la différence, Pascal Richet, entre un pure player et la version numérique d'un journal papier? Le pure player a moins de soucis, parce que quand vous devez gérer un journal papier et un site web, c'est un casse-tête effroyable. Quand vous avez une information, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez le papier parce que vous allez vendre le papier, donc gagner de l'argent sur la vente du papier, ou est-ce que vous allez le mettre sur le site parce que vous avez peur que le concurrent sorte l'information avant vous? Donc tous les jours, c'est ce type de casse-tête que doivent se poser les journaux. Donc c'est très difficile. Quand vous êtes pure player, vous n'avez plus ce souci-là. Oui, mais au niveau du résultat, il faut bien voir que les médias qui ont un site web
trouvent des compromis, évidemment, les recherches, ils trouvent des compromis, à savoir donner une bonne partie de l'information en primeur dès qu'ils l'ont sur le site, et ensuite des développements un peu plus complets dans les journaux. Je ne connais pas un quotidien qui ne soit pas en prise avec le problème de savoir bien comment entendu, gérer son site web et son papier. Bien entendu que c'est plus simple, c'est plus facile de gérer un pure player qu'un système mixte ou hybride comme ceux que l'on connaît ailleurs. Cela dit, je crois qu'il y a encore aujourd'hui, y compris sur le net, des restes importants du journalisme traditionnel. Il y a des restes importants du journalisme traditionnel. Le comportement des journalistes, finalement, ne change pas tellement. Je parle surtout des sites qui sont rattachés à des quotidiens. C'est peut-être leur tort. Moi, où je vois, disons, un danger, alors, peut-être, quant au choix par le public des thèmes dominants, c'est ce qui se passe par rapport aux réactions des internautes aux nouvelles qui sont installées sur un site, où il y a effectivement tout d'un coup une nouvelle qui rencontre une grande faveur et qui donc recueille beaucoup de clics, puisque c'est ainsi qu'on compte, qui subsiste longtemps sur le site, tant qu'on la cherche, etc. Et d'autres nouvelles que les journalistes, un peu naïvement, et en fonction de leurs critères propres, ont cru importantes, qui ne va pas durer très longtemps, tout simplement parce qu'elle ne recueillera pas beaucoup de clics. Seulement, on est dans une phase de début. Décidément, je ne devais pas toucher le micro, et je ne fais que c'est raté. On est dans une phase initiale, et qu'est-ce que ça donnera à la longue? Parce que j'aimerais aussi avoir la démonstration, je ne sais pas, que dans 2 ans, telle nouvelle qui aura été diffusée sur le réseau, sur le net, et qui aura été négligée par les gens, que vraiment elle était négligeable, et qu'au contraire, alors les informations qui auront été plébiscitées étaient effectivement importantes. La preuve n'est pas encore faite. Et là, on peut s'attendre à des surprises aussi. Christophe Deloire, puisqu'on parle de l'évolution du rôle du journaliste aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous avec votre casquette d'ancien directeur du CFJ, le CFJ étant le Centre de formation des journalistes, pour voir finalement quel rôle les écoles de journalisme peuvent jouer, doivent jouer dans cet environnement extrêmement changeant. Alors, moi, j'ai été directeur du Centre de formation des journalistes jusqu'à il y a 1 an et demi, c'est-à-dire c'est encore relativement il y a récent. extrêmement longtemps à l'échelle des évolutions d'Internet. Je crois que les écoles... alors, on a coutume de dire, pour sembler très moderne, que les écoles doivent de plus en plus devenir des laboratoires. Et de fait, on demandait autrefois, et à justice, aux journalistes d'être rigoureux. Je crois qu'il est important aujourd'hui qu'ils soient également créatifs. Et que ça, c'est relativement nouveau dans le journalisme, que cette créativité, au-delà même d'éventuelles qualités d'entrepreneuriat pour créer son propre média, donc que ça fait appel à des nouveaux registres de qualité, à des nouveaux registres de méthode, qu'il y a quelque chose d'évidemment tout à fait révolutionnaire dans Internet, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a des réactions extrêmement virulentes d'États qui ont peur de ces libertés nouvelles. Alors il y a d'autres libertés sur Internet que la liberté de l'information proprement dite, mais ça provoque quand même une espèce d'angoisse, presque de déstabilisation des démocraties, mais qu'en même temps, il y a quelque chose de relativement neutre. C'est à la fois révolutionnaire et neutre, au sens où un journaliste, qu'il soit sur Internet, qui travaille pour le papier ou la télévision, quand il doit faire une enquête, alors, si il doit vérifier sur Internet que telle photo qui lui a été envoyée correspond bien à un événement, il faut qu'il ait connaissance de méthodes un peu particulières, des logiciels qui lui permettront de l'utilisation de ce qu'on appelle les métadonnées, qui lui permettront de vérifier l'origine de cette photo. Mais que les principes de l'enquête, les principes du reportage, qui consistent à aller voir sur place, certains principes de narration, alors il y a de nouveaux principes de narration, mais certains demeurent, et donc la problématique aujourd'hui des écoles de journalisme, c'est qu'il faut enseigner plus de choses, et qu'il y avait déjà beaucoup de choses à enseigner, et que là, si on rapportait ça à l'éducation nationale, on parlerait du problème de la lourdeur des programmes. Daniel Cornu, vous enseignez également, ou vous avez enseigné, puisqu'on est au chapitre de l'éthique et de la déontologie, est-ce que vous pensez qu'il manque une forme de code de déontologie? Je pense notamment à ce que font les Américains avec des principes assez
voilà, assez admirables, comme le fait de vérifier ses sources, d'avoir au moins 2 sources sûres avant de donner une information. Je pense par exemple au fait les journalistes ont l'interdiction d'accepter ne serait-ce qu'un café crème de la part d'un dirigeant quel qu'il soit. Est-ce qu'il manque à l'heure actuelle un code de déontologie de ce type-là? Alors, je réponds pour la Suisse, puisque je viens de Suisse. Non, nous avons un code de déontologie en Suisse, oui, pas en France. Suisse, qui est assez bien conçu, qui est, je dirais, rendu vivant, adapté au fur et à mesure de l'évolution des techniques, de la société, etc., par un conseil de la presse. Donc, ça fonctionne assez bien. Est-ce que la France aurait à apprendre de la Suisse? Alors, sur ce non, là, titre-là? il faut savoir qu'en France, il y a un mouvement très fort, des gens très engagés dans la création d'une instance d'autorégulation et dans la formulation d'un code de déontologie. Et je ne citerai qu'un nom, c'est celui de Yves Agnès, ancien rédacteur en chef du Monde, ancien directeur, sauf erreur, de l'école de journalisme du Louvre, Du CFPJ, oui. du CFJ. Oui, C'est même du groupe, CFPJ, CFPJ, CFPJ n'entre pas dans ces... CFPJ. Non, des choses se font, mais ne sont pas encore faites. Et effectivement, là, je dois dire que c'est regrettable parce que un code de déontologie, c'est un côté un peu formaliste, un peu décourageant. Les journalistes aiment bien leur liberté, ont confiance dans leur propre jugement, etc. Mais l'avantage d'un code de déontologie, ça n'est pas d'imposer en quelque sorte les 10 commandements du bon journalisme, mais c'est de donner un certain nombre de critères d'appréciation, de critères d'évaluation par rapport aux situations concrètes, de référence, en somme, comme un pilote qui prend un avion à sa checklist, vérifie qu'un certain nombre de choses jouent. Et tout n'est pas très bien intégré par tout le monde spontanément. Je ne comprends pas le rapport avec le journalisme sur Internet, parce que si on regarde la situation objectivement, les gros problèmes de déontologie ne viennent pas des jeunes journalistes d'Internet que moi je connais bien, qui sortent d'école, qui sont bardés de vrais principes déontologiques. Les gros problèmes, c'est quoi? C'est la connivence avec les hommes politiques. Ça, c'est pas les journalistes Internet qui sont dans la connivence avec les hommes politiques. C'est les ménages ou tous ces rémunérations de sociétés annexes. C'est pas non plus le problème des journalistes d'Internet. C'est plutôt des gens qui sont déjà très installés. Donc, dire, voilà, le journalisme Internet a besoin de déontologie, moi, j'ai plutôt envie de dire, le journalisme traditionnel aurait besoin de déontologie. Naturellement, mais ce que vous dites de la déontologie est extrêmement court. Il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a toute l'élaboration de l'information, il y a le rapport à l'autre, le fait de ne pas blesser inutilement les personnes, pour prendre une formulation américaine. Il n'y a pas... Oui, mais c'est pas propre à Internet. Non, absolument pas. Mais c'est absolument pas. Ce que je dis simplement, c'est qu'un code de déontologie est très utile dans la presse ou dans les médias traditionnels et il l'est aussi pour les professionnels sur l'Internet. Alors, je suis très content d'apprendre que les plus jeunes, en effet, sont peut-être plus conscients de ces choses-là que la génération précédente, mais tout n'est pas lié seulement à la question de l'indépendance et de la liberté du journaliste. Tout ce qui concerne la recherche de la vérité, le respect de l'autre, etc., est intégré à une bonne déontologie. Le respect de l'autre, quand vous êtes sur Internet, vous êtes beaucoup plus sensible. Parce que sur Internet, si vous dites quelque chose de mal sur quelqu'un, ça reste gravé dans le marbre. C'est pas comme le papier Absolument. qui emballe le poisson le lendemain, ou la radio, où les paroles s'envolent. Sur le papier, dans 10 ans, quelqu'un qui google votre nom tombera sur cette chose. Absolument. Donc quand vous C'est dites la quelque fameuse chose... e-réputation. Exactement. Donc les journalistes le savent très bien. Il n'y a pas besoin de code de déontologie pour en prendre conscience. Ils savent que s'ils écrivent quelque chose de douloureux pour quelqu'un, ça restera. Donc, ils sont beaucoup plus Je crois, conscients. Christophe, que peut-être un mot très rapide pour conclure sur ce chapitre de l'éthique, et puis on passera à la question du financement. J'allais être extrêmement long. Non, en 2 mots. Cette semaine, il y avait un colloque en Italie sur le journalisme. Je n'y étais pas, j'ai suivi sur Twitter. Et Éric Scherer, qui dirige les nouveaux médias de France Télévisions, disait le problème à l'avenir, enfin le défi, ça n'est pas la capture de l'attention des gens, c'est la confiance. Hier matin, j'ai vu le président de France Télévisions, Rémi Flimelin, qui s'adressait à l'UNESCO, puisqu'il y avait un grand raout de l'UNESCO à Paris sur la question de la liberté de la presse, qui reparlait de la confiance, de la déontologie, des connivences, le président de France Télévisions. Donc c'est une problématique importante et qu'on peut... le lecteur, le spectateur, l'internaute, peu importe, celui qui consomme de l'information, le public,
pour avoir confiance, il a besoin de se dire qu'il a en face de lui quelqu'un qui est indépendant, qui est libre. Quelqu'un de libre, ça veut dire qu'il est libre, qu'il n'est pas sous une contrainte physique, sous la menace, etc. Mais donc qu'il est libre vis-à-vis de facteurs externes, mais aussi qu'il est libre vis-à-vis de facteurs internes. Qu'un journaliste librement corrompu, librement connivant, tout ça n'est pas tout à fait libre. Et donc, ça, c'est une problématique très forte. Et là, je vais en un mot, mais j'ai quand même 30 secondes, ou faire comme le philosophe François Julien qui fait le détour par la Chine pour mieux analyser la pensée grecque. Moi, c'est pour avoir le journalisme. En Chine, pour faire venir les journalistes aux conférences de presse, on pose une enveloppe sur les chaises. Alors évidemment, avec une vision occidentale, c'est tout à fait répréhensible et croyez bien que je partage cette réprobation de ce système. Les Chinois répondent, est-ce qu'un voyage de presse, alors certes l'argent n'est pas sur la chaise, mais vous êtes invité, est-ce que c'est radicalement différent ? Alors on peut avoir une première réaction en disant mais ces choses-là ne sont pas comparables, on peut aussi s'interroger. Et ces questions-là, elles sont de plus en plus prégnantes parce que le public, d'abord grâce à sa capacité d'interaction, est de plus en plus en train de demander des garanties, des gages, et que ça devient un élément essentiel pour les journalistes que d'offrir ces garanties, ces gages, parce que un journaliste, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'instaurer la confiance. Et là, je redemande 30 secondes, mais ça, il faut pas. Si j'avais demandé une minute, vous m'auriez dit non, donc je préfère demander par tranche. Ça ramène aussi à l'une des fonctions journalistiques. Il y a beaucoup de fonctions journalistiques différentes, mais qui est aujourd'hui... alors, dans les fonctions journalistiques, il y a la fonction de rassemblement. C'est le journaliste gère la place publique d'une certaine manière, le débat public, contribue à parler de ce qui nous est commun. Il y a le journalisme de décentrement qui consiste au contraire à nous faire voir les choses autrement que nous avons l'habitude de les voir par des enquêtes dérangeantes. Et il y a de plus en plus une espèce de journalisme de distinction, et dont ça devient même central, qui est de nous aider, nous tous citoyens, à faire la distinction entre l'information indépendante, l'information libre, et le vaste secteur de la communication, de la publicité, de la propagande, disons de l'information non indépendante, c'est-à-dire de l'information soumise à des intérêts privés. Alors, vous faites une transition parfaite pour le chapitre sur le financement. J'avais encore 10 minutes, mais bon, je vais devoir m'incliner. Je vous propose à présent effectivement qu'on parle du financement de l'information. Pascal Richer, pour Rue 89, vous avez opté, vous, pour un modèle gratuit. Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il correspond davantage aux habitudes de lecture sur Internet. Alors finalement, dans la mesure où l'information peut être diffusée partout, par tout le monde, est-ce qu'il vous paraît logique de la faire payer ? Parce que vous ne faites pas en l'occurrence. Et est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à payer pour de l'info ? Alors, bon, moi je ne suis pas dogmatique sur le sujet gratuit, payant. Je pense qu'il faut expérimenter des modèles. On est dans une phase de transition avec un modèle qui s'essouffle, pour être poli, mais en fait il s'effondre, qui est le modèle de la vente de papier. Et puis un modèle qu'on ne connaît pas encore. Donc est-ce que ça passera par du payant, du gratuit ou les deux? Je pense que ce sera les deux. Alors, effectivement, il y a certains sites qui choisissent de faire payer, mais est-ce que quand on fait payer, il n'y a pas un risque d'induire finalement que l'information payante est de bonne qualité, ce qui ne serait pas le cas de l'information gratuite, ce qui est totalement faux bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque ? Alors, c'est l'argument dont jouent ceux qui font de l'information payante, puisqu'ils disent, voilà, l'information, ça a de la valeur, donc il faut payer cette information. Moi je pense qu'on peut trouver d'autres modèles. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire de la presse, il y a la presse écrite, mais il y a la radio. La radio, vous l'écoutez gratuitement. Il y a la télévision, il y a de l'information aussi qui peut être gratuite. Enfin, la gratuité de l'information n'est pas quelque chose qui a été inventé par Internet. C'est quelque chose qui a existé sous d'autres formes. Maintenant, c'est vrai que l'information gratuite, quand elle est généraliste, elle est extrêmement difficile à rentabiliser. Quand elle est spécialisée, vous prenez par exemple le site des Inrocksubtibles, qui parle beaucoup de culture, de musique, etc. Eux, je pense qu'ils rentabilisent, puisqu'ils ont une publicité ciblée sur la musique. Voilà. Pour faire de l'information généraliste, il faut de l'audience. Alors, si vous n'y arrivez pas, ce qui est notre cas, on n'arrive pas à rentabiliser Re89 uniquement avec le site, il faut inventer d'autres formes de... En l'occurrence, c'est quoi les Alors, en autres l'occurrence, nous, par exemple, on fait de la formation en forme de journaliste, on fait des salons... on essaie de faire un magazine papier, on fait des produits pour tablettes, on réfléchit on essaie d'acquérir une diffusion la plus large possible avec le site, et ensuite de vendre à quelques-uns des choses qui permettront de rentabiliser le site. Et vous y parvenez, le business model? Pas encore, mais ça viendra. De toute façon, les lecteurs sont en train de basculer vers l'écran. Hein, bon, je pense que le papier existera toujours, mais le papier devient marginal, ne serait-ce que parce que les kiosques disparaissent. Donc déjà, vous allez avoir des journaux qui vont imprimer le nombre d'exemplaires correspondant à leurs abonnés très vite.
et non pas... donc c'est déjà, on voit bien qu'il y a un rétrécissement de la diffusion papier. Donc les lecteurs vont vers les écrans. Les lecteurs du New York Times sont aujourd'hui sur l'écran, ils ne sont pas sur papier. Ceux de Libération aussi, il y a plus de lecteurs sur écran que sur papier. Donc l'avenir va dans cette direction. Alors l'avenir va dans cette direction, et en même temps, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour des titres qui ont commencé à offrir de l'information gratuite, qui, si tout d'un coup ils voulaient faire machine arrière, ce serait très mal perçu, j'imagine. Écoutez, c'est ce qui se passe ici ou là. Je ne vous cache pas que de la Suisse romande d'où je viens, toute information délivrée par les quotidiens, principaux quotidiens de Suisse romande, a été longtemps gratuite, à l'exception du Temps, qui a déjà fait payer son abonnement, et lentement on se rend compte que c'est simplement pas vivable. Donc on va devoir trouver un système pour au moins partiellement faire payer ce service, parce que c'est quand même un service qui a un coût. Ça n'est pas du tout ma spécialité, le domaine économique, je m'empresse de le dire, mais enfin ça je peux quand même le comprendre et peut-être le restituer. D'autre part, on observe que la gratuité n'est pas du tout synonyme de médiocrité. Personnellement, j'ai toujours été un défenseur, un peu de mauvaise foi, mais pas trop, des quotidiens gratuits, genre 20 minutes, métro, etc. Parce que je trouvais que ces quotidiens, malgré tout, réussissaient assez bien à donner l'essentiel de l'information du jour, sous une forme très lapidaire, presque un service d'agence remanié, et que ça pouvait aussi avoir un intérêt pour un public qui, de toute façon, n'allait pas vers les journaux. Est-ce que ce public, notamment jeune, va maintenant chercher les informations sur les smartphones? Ça, c'est la question. Je n'en sais rien, à vrai dire. On commence à avoir un certain nombre d'études sur l'usage que font les diverses couches de la population des smartphones. Je n'ai pas le souvenir non plus que du temps où j'étais ado, ça fait un certain temps, qu'on était tous avides d'informations. On ne s'intéressait pas tellement, au fond. On ne s'intéressait pas tellement. Alors, reprocher aux jeunes aujourd'hui de délaisser la lecture des journaux ou de ne s'intéresser qu'à leurs petites histoires personnelles via les réseaux sociaux et pas tellement aux informations que peuvent délivrer des sites spécialisés ou des organes de presse ou de médias établis, je trouve que c'est un peu faire aux plus jeunes un mauvais procès. Je pense que là, il y a une évolution qui s'opère en fonction d'un certain nombre d'événements personnels, d'entrée dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, etc., qui naturellement va étendre l'intérêt pour l'information. Alors, où iront-ils la chercher? Moi, très franchement, je n'en sais rien. Je constate aujourd'hui que les deux possibilités existent encore. On a vu aussi des curieux allers-retours. Quant au mode de financement, on dit, on fait gratuit, et puis ça va pas, donc on fait payer. Ça va pas non plus, donc on revient gratuit. Le New York Times, ça fait une sorte de valse comme ça. Et puis, je crois que c'est le Christian Science Monitor qui avait supprimé son édition papier pour n'exister que sur le net et qui est revenu à une édition, à vrai dire, je crois, hebdomadaire et non pas quotidienne. Et on voit que les modèles se réinventent vraiment. Alors, on est dans une période de très grande incertitude de ce point de vue. Christophe Deloire, sur le chapitre du financement, un mot, ou même plusieurs d'ailleurs. Non, mais je serai bref pour compenser. Alors, d'abord, il ne faut jamais deviser avec un ton savant sur ces questions-là. Je me souviens tellement au moment où Edoui Plenel créait Mediapart, des gens qui passaient dans les couloirs du CFJ, il y a Henri Pijat, le président du CFJ, qui est là dans la salle, et avec des moqueries à son encontre sur mais quelle idée, faire payer l'information sur Internet, ça a quand même pas si mal marché. Voilà, donc ne parlons pas de manière savante. Je crois que pour résumer le problème, c'est qu'avant, s'agissant de la presse gratuite ou de la presse payante, y compris la presse payante, était largement financée par les annonceurs. Et que les annonceurs, certes, donc les lecteurs vont vers l'écran, comme le disait Pascal Richer, les annonceurs vont, le cas échéant, aussi vers l'écran. Le problème, c'est qu'ils ne suivent pas tellement les médias d'information. Et quand ils les suivent, ce n'est pas du tout au même prix. Et que une cible pour un annonceur, une personne qui est la cible d'un annonceur par la presse papier, vaut accessoirement plus cher que la même personne sur un site. Je crois dans un rapport grosso modo de 1 à 5. C'est parce que l'offre sur Internet est gigantesque, c'est un océan Internet. Alors que sur
les fréquences radio, on est limité. Sur les journaux, on a certains journaux. Enfin, l'offre d'espace publicitaire est limitée. Sur Internet, il est infini. Donc effectivement, les prix sont Et puis la problématique de l'annonceur, c'est d'adresser que sa publicité soit vue par la personne qui l'intéresse vraiment, qui est susceptible d'acheter son produit, et parfois ça passe par des sites qui n'ont rien à voir avec les sites d'information. Donc la problématique, elle est là. Il y a des nouveaux modèles. On voit même des appels, il y a quelques années, c'est le philosophe allemand Habermas qui a écrit un texte lui-même qui était très négatif pendant toute une période de sa vie à l'encontre des masses médias, des grands médias, et qu'il a écrit un texte en disant qu'il était du devoir des pouvoirs publics que de sauver ces médias, que les pouvoirs publics étaient chargés, lorsque l'eau était coupée ou le gaz, d'assurer la circulation de l'eau et du gaz, et que l'information, c'était bien d'une importance équivalente à celle-là. Même aux États-Unis, pays dans lequel les fédérations de presse généralement refusent encore ou refusaient encore récemment toutes, contrairement aux journaux français, les aides publiques, des voix prônent des nouveaux modèles. Et puis il y a un nouveau modèle de financement, et là qui fonctionne beaucoup mieux aux États-Unis, mais il y a une réflexion en France, et y compris, je crois en ce moment au ministère de la Culture, qui est le financement par des fondations. Alors, il se trouve qu'il y a des pays où il y a une culture de fondation, mais il y a de plus en plus de médias. C'est le cas du fameux média aux États-Unis ProPublica qui lance des grandes enquêtes d'intérêt public, qui passe par un financement, soit par des mécènes privés. Il y a aussi une culture de philanthropie qui n'existe pas en France. Washington Post aussi reçoit de l'argent. Alors, Washington Post, il était racheté par le propriétaire d'Amazon. Sinon, des philanthropes ou des fondations qui financent à fond perdu, sans influencer, à ma connaissance, la ligne éditoriale, simplement parce qu'elle croit à l'utilité de cette fonction sociale qu'est le journalisme. Alors, vous parliez de l'importance de l'information. Je voudrais à présent vous poser une question avec votre casquette de journaliste, mais aussi, je l'expliquais en préambule, de votre casquette de secrétaire général de Reporters sans frontières. Comment et en quoi les médias sont-ils des acteurs de la liberté ? En quoi les médias... Alors, je vais... D'abord, tout simplement, j'ai rencontré, il y a 1 an et demi, à Rangoon, en Birmanie, dans ce pays qui a vécu sous une junte ubuesque qui mettait les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes dans des cages à chiens, un personnage qui est mort il y a 15 jours, qui est une espèce de Mandela birman, qui a passé 19 ans en détention, qui s'appelle Win Tin. Et Win Tin, donc après 19 ans passés en détention, il avait 85 ans. C'était un lieutenant d'Aung San Suu Kyi, avec laquelle il a pris ses distances, mais c'est un des pères du mouvement démocratique birman. Et je lui ai demandé, est-ce que ça valait la peine de passer 19 ans en détention ? En détention, où j'ai découvert très récemment, il disait « Invictus comme Mandela ». Il m'a répondu oui, parce que la liberté de l'information, c'est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. On a coutume, et je ne m'étarderai pas sur cette platitude, même si elle est réelle, de parler de la corrélation entre cette liberté-là et la démocratie. Mais au-delà, la liberté de l'information, c'est pas simplement la liberté qui permet de garantir l'existence de systèmes démocratiques, c'est la liberté qui permet à chaque agent économique, par exemple, de prendre des décisions pertinentes, à chaque être humain de savoir quel est s'il peut faire confiance ou pas au système de santé. C'est des choses extrêmement pratiques et qui font, d'une certaine manière, de la liberté d'information aussi un facteur de développement des capacités des individus, au sens où l'utilise le prix Nobel d'économie indien Amartya Sen, et le cas échéant, développement des sociétés, parce que, quelle que soit la vision économique qu'on a, qu'elle soit libérale, marxiste, peu importe, au fond, il n'y a pas de choix économique collectif ou individuel possible, ou de choix politique, sans tout simplement la connaissance de ce que, et décidément ce soir, mais c'est parce que je suis dans un lieu qui s'y prête, je cite beaucoup de philosophes, mais sans connaissance de ce que la philosophe Hannah Arendt appelle des vérités factuelles. Alors, vous citez beaucoup de philosophes. Moi, je vais citer le livre auquel vous avez contribué, puisqu'on parle de liberté de la presse, Sans photo, de l'agence Seven, avec des textes de Julian Assange et de Seymour Hersh. On célébrait il y a quelques jours la journée mondiale de la liberté de
la presse. Donc peut-être juste rappeler quelques chiffres. Plus d'une centaine de journalistes qui sont encore derrière les barreaux ou retenus en otage, et pas moins de 4 milliards de citoyens qui ne disposent pas d'un accès libre à l'information. Je voulais vous poser la question suivante, Pascal Richer. On se souvient des images d'Alia Magda El-Mahdi, une jeune blogueuse égyptienne nue, une rose rouge dans les cheveux pendant la révolution égyptienne, pendant le printemps arabe. L'aspect social des réseaux sociaux, l'aspect viral, des réseaux sociaux qu'on évoquait tout à l'heure, est-il déterminant dès lors que l'on parle de liberté de la presse bafouée? Dans ces pays-là, enfin, Christophe connaît mieux ces problématiques-là que moi, mais dans ces pays-là, c'est essentiel, effectivement. Moi, je sais que j'ai donné des cours en Irak à des journalistes irakiens. Alors, ce sont des journalistes... Des cours de journalisme. Des cours de journalisme. Ce sont des journalistes qui veulent bien faire, mais qui me disent, nous, on ne peut pas écrire ce qu'on veut et on n'a pas de liberté d'écrire ce qu'on veut parce que tel média appartient, dépend de tel gouverneur de telle région, tel autre du département de la défense américain, tel autre d'un clan religieux, etc. Et là, je leur dis, mais vous, comment est-ce que vous vous informez? Ils m'ont répondu, sur Facebook. Et j'étais associé que des journalistes professionnels, même s'ils sont contraints, cités comme source de crédibilité, les échanges entre eux, en fait, probablement, puisque Facebook, c'est un réseau d'amis, donc j'imagine c'est entre journalistes, mais peut-être plus largement des citoyens, comme source d'informations crédibles. Et on l'a vu pendant les révolutions arabes, Facebook a joué un rôle énorme en Tunisie, mais dans d'autres pays, et c'est là que circulait l'information. Donc dans des pays où effectivement la liberté d'informer est réprimée, les réseaux sociaux prennent une importance très fondamentale. Alors, tout à fait. Ce qui était intéressant pendant les révolutions arabes, c'est de voir aussi que là où cette circulation des informations était entravée par les pouvoirs, comme ça a été le cas en Libye, en Égypte aussi, on a essayé d'étouffer l'Internet. Les gens comptent encore sur les médias traditionnels comme lieu de validation, d'abord comme lieu de diffusion et comme lieu de validation. Je me souviens d'une interview qui avait été donnée par une femme en Libye, suissesse et libyenne, qui, au moment où Kadhafi a coupé les robinets de l'information numérique, disait, c'est une interview qui était à la radio suisse romande, mais qui a été reprise dans Libération, disait, mais on a tout, on a les images, on a tous les éléments, parlez de nous, répercuter ce que nous ne pouvons pas faire. Donc les médias ont encore cette possibilité, les médias traditionnels, de relayer un certain nombre de choses qui, à l'intérieur, peuvent se diffuser moins bien que ne le souhaitent, évidemment, ceux qui les mettent en circulation, et puis aussi, disons, de les valider. Moi, je crois que les médias traditionnels ont encore une très, très forte importance comme instrument de validation de ce qui circule sur l'Internet, doivent donc retravailler le contenu de ce qui est donné sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et ça justifie. Alors, ça dépend évidemment de qui valide. Ouais. Est-ce que la validation, elle est indépendante ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en droite ligne du chef suprême valide? Je n'entre pas dans votre problématique. Oui, Reporters sans frontières, je parle de nos démocraties. Voilà, ici. vous parliez de démocratie, parce que je ne comprenais pas trop. D'ailleurs, mon livre ne parle que d'une situation très familière, et pas du tout. J'évoque, naturellement, et dans la préface, je dis bien que vous existez, que vous êtes très important. Mais que les problèmes qui se posent à vous, comme représentant de Reporters sans frontières, sont sans commune mesure, que là où, par exemple, moi j'exigerais que sur enfin intellectuellement bien entendu, que sur des sites médiatiques les gens soient transparents et donnent leur identité, naturellement que c'est complètement différent là où on est dans un régime autoritaire, etc. Donc il y a des fortes différences. Vous évoquiez tout à l'heure la Chine et les enveloppes sur les chaises. Vous avez été, Reporters sans frontières a été très, très militant lors de la visite en France récente de Xi Jinping. Est-ce que vous avez le sentiment que la France n'aurait pas dû le recevoir avec tant de faste et que peuvent les pays comme le nôtre qui ont la chance d'avoir une liberté de la presse, que peut-on faire justement pour agir et faire en sorte que la donne évolue ailleurs? Non, mais de manière générale, c'est... le tourisme, c'est légitime, et qu'on aille en vacances au Vietnam, en Chine, c'est normal. Le business l'est aussi. François Hollande se rend en fin de semaine en Azerbaïdjan, qui est un pays absolument terrible du point de vue de la liberté de l'information, mais qui doit vivre cette malédiction du pétrole qui fait que
C'est un pays qui est classé, je crois, 161e au classement mondial de la liberté de la presse et où le pluralisme est quasiment éteint par le président Aliyev, lui-même fils du président précédent. Il y a une forme donc, on ne revient pas sur cette formidable liberté que permettent les nouvelles technologies. En face, il y a de formidables moyens de répression. La surveillance, j'y reviens pas aujourd'hui. Il y a un danger qui est plus subtil. Ça vaut dans les démocraties et ça vaut d'une autre manière dans les dictatures, mais ça vaut dans les deux. C'est ce qu'on appelle le spin-internet. Jeu de mots entre Internet et spin, comme dans Spin Doctor. C'est-à-dire, vous savez, ces communicants qui, derrière les politiques, mettent en scène l'information. Et il faut observer que les pouvoirs, y compris les pouvoirs les plus rigides, ont compris qu'une bonne manière de contrôler les gens, ce n'était pas nécessairement de mettre de la censure. Alors, vous parliez de la Chine a installé un appareil de censure incroyable, qu'on appelle la Grande Muraille technologique de Chine, qui interdit certains mots. Là, bientôt, on va avoir Tiananmen, donc avec la répression le 4 juin, les mots 4 juin, même le nombre 64 vont être interdits. Enfin, ça va être 4 et 6, donc en anglais 6-4. Tout ça va être interdit, mais souvent, ce n'est pas le meilleur moyen. Alors, vous avez des dispositifs. D'abord, il y avait Chavez. Voilà, Chavez détestait Twitter, détestait ce genre de réseaux sociaux, et puis à la fin, s'est mis à recruter des équipes entières qui tweetaient toute la journée au nom de Chavez et à l'utiliser et à le retourner à son profit. Vous avez un autre système qui est le système en Russie, où l'information est généralement très bien validée par le Kremlin, parce que les médias audiovisuels... Non, mais j'ai bien compris. Ça ne m'empêche pas d'être narquois, mais... Soyez là, ça dit. Et où les médias audiovisuels sont extrêmement tenus. On le voit dans la guerre d'information qui est livrée à propos de l'Ukraine, mais on le voit malheureusement à d'autres propos. Mais il y a aussi quelques milliers de blogueurs qui sont des gens qui propagent des informations vraies. Et puis au milieu, il y a quand même des choses qui relèvent de la propagande pure. Et avec ce mélange. Et ce mélange, ça c'est très difficile de lutter contre le mélange. Parce que lutter contre la caricature, c'est plus facile que de lutter contre quelque chose qui est plus fait de l'ombre et de lumière. Et puis, la Chine elle-même, le gouvernement chinois, les dirigeants chinois ont oublié d'être bêtes. Et donc, parfois, peuvent retourner les libertés contre les citoyens. Parce que les citoyens chinois peuvent enquêter. Il y a des enquêtes récemment. Il y a eu une tour sur laquelle un milliardaire chinois avait fait construire, sans permis de construire, une montagne au sommet d'une tour à Pékin. Un mouvement sur Internet, après une enquête sur Internet, a permis que cette montagne soit déconstruite. Mais les blogueurs sont totalement empêchés d'aller au cœur du système. Parce que qu'ils enquêtent sur des potentats de province, ça va, tant qu'ils ne s'intéressent pas vraiment au cœur du Parti communiste. Et là, on tape très fort. Et donc, on peut être retweeté 500 fois, mais si on l'est plus, là, on peut encourir une peine très forte. Donc, c'est une gestion, on laisse de la liberté aux marges, on ne la laisse pas au cœur. Et puis, on retourne les choses. Et là, je raconterai une histoire très courte. Très courte, parce qu'on doit effectivement... L'affaire de la prison 9. Une prison dans le Yunnan, un paysan du Yunnan trouve la mort dans une prison. Il y a un mouvement sur les réseaux sociaux de protestation. Et les Chinois, plutôt que d'essayer de tout censurer, se sont dit, on fait un appel public. C'était en 2009, c'était il n'y a que 5 ans. Et on dit, on va demander une contribution, une enquête à tous les internautes. Et comme ça sera la transparence. Il y a eu des milliers de candidatures, une 50aine de personnes retenues. On leur a fait visiter la prison, on leur a pas donné les bandes vidéo, on leur a rien donné. Elles ont fait un rapport disant qu'ils étaient incapables de conclure. Mais il y a eu un détournement, voilà, il y a eu, on va mettre tout le monde à contribution et il y a eu un semblant de transparence qui n'en était évidemment pas du tout. On est malheureusement obligé de conclure cette émission. Je citerai cette phrase que vous avez écrite dans un récent article de La Voix du Nord pour terminer. Sans accès à l'information, un peuple n'a pas les moyens d'être critique. Je vous invite à méditer là-dessus, puisque vous citiez des philosophes. Je vous signale également le colloque conclusif Médias et numérique, une chance pour le bien commun, point d'interrogation, qui aura lieu le 23 mai prochain au Collège des Bernardins. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Collège des Bernardins ou venir sur place le jour même. Le prochain mardi des Bernardins aura lieu le 13 mai et sera consacré au sujet suivant: faut-il se méfier des rapports marchands? Je rappelle que cette émission est diffusée sur KTO et Radio Notre-Dame. Merci à tous, très bonne soirée.